Mais voilà, bonjour à tous. Nous sommes déjà vendredi 3 juin de cette année et nous sommes avec vous jusqu'à 14h. On va recevoir une personne qui était attendue hier, mais il peine si main. Je vais parler de Mouna Edouardville. Bonjour. Bonjour, ici. Bien, bonjour. Bien content de retrouver Chimela. Oui, vous trouvez Chimela, je là. Tout de suite après, nos amis habituels Jacques Davila et Isma Ogonet. Bonjour. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est que de l'eau en toutes sortes. Un peu plus tard, Marie-Hélène Ferdi-Rigio sur la chronique ICC News Culture et Cinéma. Et aussi Isabelle Faye, la chronique C'est quoi cette affaire? Elle a des choses à nous dire par rapport aux déclarations justement de monsieur le président de la République des Français. Et ensuite, on va terminer avec Iman Soudan, Danse avec Iman. Sinon, l'actualité, c'est cette mobilisation depuis ce matin des pêcheurs pour l'essence. L'essence, ça vient trop cher. Donc, ils ont décidé de bloquer Tibouin Port là pour voir si on peut descendre le prix à l'essence là. En ce moment même se tiennent les journées agro-business de Cap Excellence à Naba, et puis on parle là des prévisions de la saison cyclonique. Voilà le sommaire. Merci d'être avec nous en direct de Canal 10, nous RHT aussi, C10FM, et bien sûr en direct aussi sur le Facebook Live. Si vous avez raté le début, vous pouvez toujours prendre parole à pays là, là. Alors son expression, bah, tu connais non plus ça là. Pété canf. Il était qu'à péter canf en monde là. Il a fait des efforts surhumains pour grimper le monde. Vous connaissez ça, Isma? Oui. Vous connaissez ça là? Vous aussi? Ah ben, on va ça là. On parle en même temps. Ah ben, moi, je connais. Vous connaissez Mouna? Non, pas du tout. Non, pas connaître. Moi, là, pas connaître. Pas connaître. Pété canf, il a pété canf en monde là. C'est-à-dire qu'il a forcé pour arriver en tête à monde là. C'est extrait de l'ouvrage de Marie-Noël Rocoq et Maurice Benjamin Di Benzo à l'aise pour parler créole. C'est tous les jours. Nous faisons un petit choix avec Odania qui nous choisit des extraits de ce bouquin. Alors, Mouna, bien bonjour. Non, mais où dire même bien là. Mais justement, il y a un pété quand on a, c'est pour ça, pas tenir force pour arriver. C'est ça, pas tenir force encore pour arriver. Pour arriver, bon, alors, qui nouvelle? Ben, nous sommes dans la 14e journée à la coup santé. Et c'est extraordinaire, il a fait de là. Donc, on sortit en la coula pour venir voir. On fait anti-pause pour venir voir, pour venir parler de ça. C'est une journée sans sel. Ouais. Et nous dit, journée sans sel, ou péquer était tout seul. Donc, normalement, chaque monde qui vient dans la coula, il faut mener un bitin salé à Kazayo, gueule à cochon, boin, lardon, fromage, Maurice salé. Tout ça, il y a mené. Et en échange de ça, il y a mené qui salé, nous cabayo. Obité sans sel, nous cabayo, ça nous n'y en la nous qui bon. Des aliments vivants, c'est comme ça Dr. Joseph Kadi. Ouais. Et bien tout ça qui est en l'arrêt là nous, et fruits, légumes. C'est ça on y a dans. C'est ça on y a dans couille en moins, parce que chaque monde qui a mené couille, nous qui fait aussi écologie, donc faut pas venir des assiettes en plastique, parce que nous qui avons manger aussi. Et donc monde qui vient mener couille et donc là on mené couille en moins. Et à donc couille là on portait quelques fruits et légumes. Et alors quand vous portez exactement, alors on mené des bitaki salés. Ouais. Un cube. Oui, un cube. Il y a combien de grammes de sel il y a dans ça? Oui, dis-nous. 1,2 grammes. Et nous mettons en général des 3 lots en soupe. Et si nous pas mettons ça, nous mettons ça. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça c'est un bouillon. Ouais. Adon bouillon pour 100 grammes. Combien de grammes de sel il y a? 44 grammes. Donc c'est sel, quoi. C'est rien qui sel. Combien de sel nous besoin dans une journée? Dis-moi. 5 à 7 grammes de sel par jour. Ah ouais, d'accord. Donc l'on mange d'après la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Donc les gens qui disent pas comprendre, en cas gonfler, en pas bien digérer, en cas boire bouillon tous les jours, mais tous les jours c'est sel ou caminer et au cas gonfler, ou ni ballonnement, jambes au cas gonfler et en finale de compte, en fin de semaine là, on a tout fait. Voilà. Donc nous avons mangé trop de sel. Ça, c'est un fléau mondial, mais particulièrement dans l'histoire nous quittons nous. Ouais. Et c'est ça nous qui a expliqué au souhait là. Deuxième partie à conférence à Dr. Sego Edouardville, ça qui est sur le sang rendu amer par le sel, histoire de l'hypertension artérielle chez l'Africain des Amériques. Première partie là, c'était ça a fait des semaines, nous pas fait la coup santé vendredi dernier d'avoir, c'était le 27 mai. Et deuxième partie là, donc nous avons fait au souhait là.
Vinisot, parce que ça qui apprendre en lobitin, non seulement historique, anthropologique, épidémiologique, scientifique, médical, tout ça dans propos là ça, et nous pouvons comprendre pourquoi tout ça monte, plus de 35%, quasiment moitié à la population guadeloupéenne qui a fait attention. Alors c'est vrai, c'est par rapport à ça qui est en l'arrêt, nous et gens là, nous qui a comporté nous par rapport à manger là, mais c'est aussi l'histoire en nous qui a fait que nous avons une appétence particulière pour le sel. Et hypertension en nous, il ne peut pas fonctionner même gens qui hypertension à les mouns qui occidentaux, d'avoir si on hypertension qui a créé volodépendante et tout ça qu'a expliqué épigénétiquement, génétiquement par rapport à gens là, yo chaillé nous ici dans toute la Caraïbe, dans l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, gens là yo chaillé nous, conditions de torture inhumaines et gens là yo été conserver nous pour nous résister et pour nous river, pour nous servir de marchandises, et bien tout ça avait preuve scientifique. Parce qu'il y a un paquet de monde, en particulier des Américains qui ont fait l'étude à ça. Et donc, Dr. Droville qui n'est pas les autres de ça. Et normalement, les qui sont sortis, comme première fois, là, les qui sont sortis en Bicla au soir là, donc à 18h30, qui est des heures de rencontre, normalement, ils ont arrêté de manger ces bitins là, ça. C'est obligatoire. Quand pour manger, ben c'est tout ça qui est là. Donc mango, pomme malaka, tout ça, ça a des vertus nutritionnelles et thérapeutiques. Nous apprenons l'obitin à sirop, la pomme malaka, si la santé, nous ne pouvons pas parler de ça d'autres fois parce qu'on ne peut pas dire tout ça aujourd'hui là. Ça a servi aussi pour les produits cosmétiques. Moi, ça a servi avec gel, mais oui, mon Cynthia Lefort qui a vu, et bien il a fait gel pour chiver, gel pour peau, avec pomme malaka. Donc, ni tout ça, parce que c'est hydratant. Nous ni tout ça qu'il faut pour être en bonne santé. Donc, Vinisot, en toute santé, ça a passé là actuellement. Alors qu'il y a une interruption, programme là, en bouleverse d'avoir ni débuté qu'a fait dans l'après-midi. Nous avons rencontré qui est fait avec l'ARS, mais ni en permanence, parce que c'est ça la cour santé, pas ni pas sanitaire, c'est santé nouvelle, c'est la vie nouvelle. Et nous n'y en permanence, donc les gens qui viennent à Cibic là, ils ont trouvé des gens pour conseiller eux, pendant ce temps d'autres gens qui sont en rendez-vous avec l'ARS. Et on soit là 18h30 pour conférence là. Alors avant chapitre, son dernier mot, qu'est-ce qui est plus dangereux pour santé en nous, celle-là ou cycle là? Tous les deux? C'est question de dose. Toute vitesse, c'est en question de dose. C'est question de dose. C'est qu'on sait vaccin là, si on prend trop de doses, ça peut qu'il y ait une empisse. Donc, les doses, doser celle-là, doser cycle-là, ça c'est des bitins qui bien identifiés, si on prend trop de sel, trop de cycle, ou qu'il n'y a des problèmes, parce que quand nous ignorons les règles de fonctionnement, il y avait des limites, donc si on a dépassé les limites-là, eh bien, ça peut qu'il y ait. Et nous savons qu'à qui c'est, nous savons qu'à qui c'est, ça nous passe ça va, c'est garder les étiquettes pour voir qu'à qui caché on dit d'en manger là, et ça faut nous prendre aussi l'habitude ni en sens critique. C'est pour ça aussi quand on prend affaire à piqui là, nous pas savent qu'il y a ni en piqui là, par contre nous savons que les conditions de développement de piqui là ça, eh ben il pas respecté les règles. Donc nous peut dire, nous peut affirmer à partir de ça, comme il pas respecté règles à conditions pour faire un remède, conditions pour livrer un remède, eh ben nous pouvons méfier nous. Et c'est pour ça nous là, ça qu'a fait, Danick, ça qu'a fait combien de temps nous en combat là? 9 mois. 9 mois en grossesse. Depuis juillet. Nous pas ni l'argent pas qu'à tomber. Absolument. Nous un paquet à moun yo bouleversé avec bancayo, avait timounayo d'avoir ni des timouns qui arrêtaient les tidayo en France pour venir ici d'avoir et ses parents là peut pas payer charge là. Ni tout ça qui a dans au combat là. Et en même temps, nous là toujours, parce que c'est soigner moun, c'est prendre soin à moun, nous l'habitude de faire, et nous qu'à continuer malgré ça, nous qu'à continuer à Cibic là devant l'hôpital là, qu'à ba moun conseil, parce que d'autres combats qui viennent derrière. Bien, ben nous qu'à dire merci, nous qu'à la guerre pour payer ou joindre Bic là, et en cas tout rendez-vous au soir là, 18h30. Nous qu'à tourner nous côté nos deux amis habituels pour mettre de l'eau en toute ça, bonjour, qui vont nous commencer. Alors, Ismaël est en français. Oui. Non, je vais saluer deux personnes que nous avons secourues, qui ont eu un problème
d'accès à l'eau potable, ils sont un gros problème. Parce que ces gens-là sont installés depuis plus de 15 jours. Ils ont fait toutes les démarches, les demandes, et à aucun moment, ils n'ont reçu de l'eau, ces deux dames. Alors, donc, elles ont pu me contacter, et avec le naturel que nous connaissons, nous sommes allés, et nous avons rétabli l'eau. Et ce qui est terrible, ce n'est pas un premier accès à l'eau. Hein. La maison était déjà desservie en eau. Mais il suffisait de venir ouvrir l'eau. Le problème, c'est qu'il y avait un système de protection et de sécurité sur l'eau, et ces gens-là ne veulent pas. Alors, ces gens-là ont dû stocker de l'eau dans des bidons pendant des jours et des jours, jusqu'à ce qu'ils aient adhéré à l'association et que nous ayons pu faire l'intervention. Alors, c'est ça qui veut faire nous comprendre que comment nous avons une irresponsabilité en habitant de l'eau là. Et comme aujourd'hui, nous avons parler de qualité de l'eau, avant de parler de qualité de l'eau, Jacques et moi, nous n'avons pas qui a dit, par contre, concernant le dysfonctionnement. Nous avons qu'à passer à Sainte-Rose, non, ça trop grave. Syndicat là, et nous avons dit ça, c'est en cas de nous avons fait en sorte de jeter anathème syndicat là, parce que eux-mêmes, c'est responsable là. C'est qu'à passer à Sainte-Rose, et qu'est-ce que ce phénomène là, en voyant étudier, et il y a un paquet de monde. Sainte-Rose, syndicat là, en fait, c'est monde là qui permettent de facturer mon premier habitat syndical là, premier facture, et surtout des factures de 150, 200 mètres cubes, 5 quelques minutes, ça n'a pas besoin de voir. Mon qui a payé 50 € de l'eau, il a payé des sommes énormes. On va dire que c'est en France. Il a payé 180 € baillot, si vous voyez mes factures là. Mais je n'ai pas adoué syndicat là, l'argent là ça. Et pourquoi il n'a pas adoué? En réalité, puisque normalement, quand elle est à zéro. Ouais. Donc, syndicat là, tu vois que mon âge a consommé peut-être au moins 12 mètres cubes d'eau. Mais au lieu de 12 mètres cubes, comme on dit, 200 mètres cubes, 120 mètres cubes. Et chaque fois qu'on a contesté ça, et la preuve facile à faire, n'importe qui, Monica a regardé de l'eau. En cas regardé, il a facturé mon là de septembre à novembre, 120, on a 200 mètres cubes d'eau. Oui, il pas de profit. Par contre, de décembre, du 1er décembre à fin mai là, on a consommé 30 mètres cubes d'eau. Non. En 3 mois, il consommait 120 ou 200, ouais. Mais en 6 mois, ouais. Il y a à peine 30 ou bien il y a 20 mètres cubes. Ouais. Ça va montrer réellement, c'est comme ça qu'on peut faire une estimation. Regardez, regardez compter là, il y a les chiffres qui se comptent là. Et les chiffres qu'ils ont relevés, il a dû relever au fin novembre 2021, et il y a les chiffres que nous n'y connaissons là. Et quoi, vous ne pas dépasser 30%, ça veut dire qu'on a fait 15 mètres cubes par trimestre, et 20 pour des autres, on a fait environ et ça grave. Comment un syndicat qui fait pour aider Guadeloupéens servir, qu'à voler le monde, c'est du vol réel. Et pas de l'argent là, ça du tout. Problème que mon agent syndical et ancien là, Binaïté là, géré problème, il pas de faire rien. Il voulait tout l'eau là, il pas comptabiliser, il voulait bas syndical là, mais ça tout à fait illégal. Syndicat là, ne doit voler l'argent à monde, c'est du vol. Hein. Faut y te mettre compte à zéro et ils savent que, eh bien voilà, mon a dépassé 15 mètres cubes, mon a baissé 10 mètres cubes et il a facturé 10 mètres cubes. Ça c'est du vol. Et quand c'est ça, nous n'avons pas amené, nous avons fait bien là, mais si jamais il n'a pas fait les corrections parce que nous avons demandé à chaque fois, refait facture là, et puis réel, ça, nous l'a consommé. Et si on n'a pas fait, nous avons au tribunal, nous payons d'autre côté. Jacques. Ah oui, non, ce qu'il y a de grave, c'est que le mal ne concerne pas que la commune de Sainte-Rose, elle concerne toutes les communes de Guadeloupe. Et nous sommes dans une situation, on se demande si le fait d'avoir créé le SMGAG n'est pas pire que le mal antérieur. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des problèmes partout et les habitudes et pratiques anciennes qui ont conduit à créer le syndicat, justement pour éradiquer le passé, remettre les compteurs à zéro, refaire les réseaux, créer des emplois, mettre le personnel en formation, respecter les droits des usagers, on s'aperçoit que c'est pire qu'avant. Les droits des usagers ne sont aucunement respectés. Les gens font tout et le contraire de tout, comme ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. On ne répond pas aux associations, on ne répond pas aux usagers, on ne s'occupe pas de la commission de surveillance. On fait ce qu'on veut, techniquement, n'importe quoi, et on va même jusqu'à fermer des compteurs d'eau, ce qui est formellement interdit. On facture des prestations qui n'existent
n'existent pas. Par exemple, j'ai vu pratiquer dernièrement des factures sur des réseaux d'assainissement qui n'existent pas. Vous avez des factures qui sont créées sur un réseau d'assainissement où c'est soi-disant raccordé, la station n'est pas terminée. Donc, il faut que l'on cesse ces pratiques-là. Quant aux consommations, au volume d'eau consommée, les gens mettent n'importe quoi. On découvre des compteurs où on a exploité des compatriotes malheureux et malheureuses, des pauvres, où jamais on a fait un relevé. C'était des estimés qu'on arrange entre soi et nous venons de découvrir hier, on a un cas, 3 compteurs qui étaient enterrés depuis des années. On les a découverts parce qu'on refaisait le trottoir. Ouais. Et je passais par hasard. Quand j'ai dit à l'entreprise, attendez, mais vous avez des compteurs là, mais c'est vrai à vous, je me suis garé, je vais expliquer. Et on a relevé, pris le numéro et tout, on a fait des recherches, et on s'aperçoit, et en plus, ces gens-là ferment encore des compteurs, donc il y a des agents qui devraient savoir que c'est de l'abus de pouvoir, et que ça relève à la fois du civil, mais aussi du pénal. C'est du pénal absolu, parce que vous portez une atteinte fondamentale aux droits des gens, et qu'aujourd'hui, que l'on se rappelle, aucun élu agent n'est au-dessus des lois de la République. Je vous rappelle que je disais dans cette émission que même la défunte Lucette Michaud-Chevry a été poursuivie et condamnée en civil l'autre jour. On ne pouvait plus la poursuivre au pénal parce qu'elle était décédée, mais elle a été poursuivie au civil et condamnée avec exécution immédiate. Maintenant, l'exécution de la décision pécuniaire, ce sera autre chose. Mais toujours est-il, les gens ne semblent pas avoir compris l'avertissement, le coup de ce monstre. Nul n'est au-dessus des lois. Nous sommes dans un état de droit. Les usagers ont des droits. Et ne sont les mêmes qui ont été reconduits, qui reproduisent en pire les habitudes et pratiques dans toutes les communes de la Guadeloupe, quel que soit le type d'ordonnateur, soit le type de régie. Et si bien qu'on vous retrouvez avec certains d'entre ces gens-là qui sont candidats pour le fameux 3e tour, là. Oui. Et alors ces gens-là, c'est eux qui dirigeaient le SIAG, ceux qui dirigeaient, supervisaient la régie de Sainte-Rose, ceux qui dirigeaient la CNBT, la CNGT, la CSBT. Il faut arrêter cela, mettre de l'ordre. Vous devez assumer vos responsabilités en faisant des choix et en assumant les conséquences de vos choix. C'est ça, être adulte et être responsable. Il faut que vous veniez conforter les associations pour que nous puissions mener les actions de groupe que nous préparons. Parce que nous n'avons pas de baguette magique, nous ne nous appelons pas Harry Potter, nous ne savons pas faire ça. Nous savons appliquer le doigt sans faire de bruit parfois, parce que nous avons des méthodes qui sont des méthodes de gens paisibles. Les gens paisibles ne font pas de bruit. Le bruit ne fait pas de bien, car le bien qu'on le fait, il ne fait pas de bruit. Donc soyons sérieux, mesdames, messieurs, reprenez votre sang-froid, ne vous laissez pas abattre. Ce n'est qu'ensemble que nous allons y arriver, mais il faut de la détermination, du vouloir et du courage pour que nous puissions faire ensemble. Faire, c'est le maître mot. Ouais. Donc nous allons attaquer. Qualité de l'eau là, nous payons finir là, ça sont immenses. Alors, un deuxième sujet, c'est-à-dire qui de l'eau au Cabret, est-ce qu'on peut faire confiance à de l'eau à Obile là? Alors, ça qui c'est là, nous allons parler de qualité de l'eau, on y sommes en direction à le ministère de la Santé, sous l'aide de la Santé, donc c'est l'ARS. Mais mon nez avant de l'eau, il doit être contrôlé de l'eau lui-même, une obligation de contrôler de l'eau là. Ouais. Alors, on a 2 bitins pour comprendre ça bien. Nous savons quoi qu'il y a les limites de qualité et les références de qualité. Si certains produits, des paramètres, par exemple, des produits, ou pas de trouver 10 tonnes de l'eau là. Par exemple, des bactéries, pas de trouver bactériens de l'eau là. Oh, souvent, on a des bactéries. Hein. Ça veut dire que c'est là, il y a aussi bien des. Bon, c'est un peu de qualité, ou pas de trouver même. Ouais. Par contre, des métaux lourds, ou pas de trouver ça. Pas de trouver des métaux lourds, plomb, mercure, cadmium, etc. Ou pas de trouver ces produits dans l'eau là. Pesticides, etc. Alors, quand les pesticides là, il y a des quantités, donc pas de déplacer. Par exemple, et chlordécone qui sont bien graves, il y a un nombre de microgrammes, alors pas d'être naissant de l'eau là. Par contre, il y a des bitins qui sont aussi graves à trouver, et qu'on l'aluminium, le chlore, on le donne. C'est des références de qualité. Même si ni trop, l'OMS, tous ces bitins qui dépendent de. C'est l'OMS qui a le monde entier, les normes, parce que l'eau là pas d'être abîmée santé. Ça ne pas ça, c'est chaque année, des millions de monde qui sont morts à cause de l'eau qui n'est pas potable dans les des millions. Et à 2 millions, c'est la moitié de ces gens victimes. On a 80 millions de monde qui sont chaque année, et puis de l'eau. Alors,
de l'eau, il faut boire de l'eau parce que de l'eau n'a pas traité pour midi, il faut boire de l'eau là, qu'on y ait de toute maladie. Donc, alors, pourquoi on a dit ça? Ok, c'est là qu'il y a limite de qualité là, depuis il y a de l'eau là, il faut arrêter de l'eau là, est-ce qu'elle doit arrêter? Mais c'est là qu'il y a des références de qualité là, par exemple, quand vous voyez de côté, par exemple, l'OMS a dit pour l'aluminium, c'est 200 microgrammes, pas plus. Il dit même à 100 déjà, mais il tolère jusqu'à 200 microgrammes. Mais vous voyez un peu montrer au plein facture, relevé de l'ARS, ministre de la Santé, on est 600, 700, 800 microgrammes à aluminium. Problème là, et quand vous bien dans les cas définis, il y a référence à qualité c'est bien, il pas mettre santé en danger tout de suite. Ouais. Tout de suite. Et oui, évidemment, si on mettait au cas pour aluminium en quantité, et souvent, c'est normal, parce que c'est un produit qui n'a pas de tête dans l'organisme, et tout le monde a ça, et je vais montrer que ça favorise le développement des maladies dégénératives. Ouais. C'est pourquoi Paris supprimait celle de l'aluminium, les eaux de Paris depuis longtemps, supprimait le déodorant de l'eau. Et ni chlore là, on a parlé de chlore là aussi, mais ni plein d'autres produits, c'est une référence. Chlore là, c'est 0,1 g par litre, c'est ça, de chlore par litre pour un de l'eau là. Eh bien, on croit des quantités énormes, mais 10 fois plus, mais pas pour dire, on fait ainsi régulièrement. Encore nous régulièrement, jamais il n'y a pas respecté les normes là, 0,2, etc. Il y a autorisé 2002, 0,3. Les par exemple, des menaces sur la santé, par exemple, plan Vigipirate, il y a dit bon, on peut mettre un produit pour population mal, des microbes, il y a autorisé. Parce que chlore là, il y a un rôle important, c'est détruire les micro-organismes. Comprenez? Mais en contrepartie, si vous voulez mettre trop de l'eau là, et nous mettre trop de l'eau là, du fait que le réseau nous perturbe, eh bien, comme mettons trop pour tuer les micro-organismes là, le problème c'est que ils vont paquer chlore de l'eau là, et quand ils arrivent, chlore là, ils sont produits, ils sont liés d'autres produits chimiques, et bien quand ils fait, ils liés puis les organochlores, les produits organiques, et là ils font des organochlores, les THM, les trichlorométhane, etc. Et c'est des organochlores conchlorés qu'on là. Donc, on veut dire que, oui, il n'y a pas un effet immédiat de rendre malade, comme dit chez Richard Colli, par exemple, en bactérie, ou il y a de l'eau embêtant, ou une maladie, qui va en diarrhée, oui, c'est pourquoi depuis on fait arrêter. Mais ces produits-là, ça à long terme, et bien, on va mal vieillir, on ne pas qu'il y ait malade, ou quand on coccinelle. Mais on peut quand même fait comprendre. Tout à l'heure, enfin, ça a fait plusieurs émissions, nous avons parlé de problèmes de fatigue qui est élevé, qui est trop chaud et trop haut. Mais ça, c'est un problème. Mais on peut parler des problèmes qualité de l'eau là. Donc ça veut dire que le SMEAC n'est pas réglé pour un problème. Alors. Eh bien, vous savez, et si Eli Gatton m'a dit qu'il a raison, alors Eli te demande une discussion pour nous parler bien de l'eau là, parce que comme c'est nous avons un grand rôle pour nous mettre ces associations de l'eau là sur place. Et alors, bon, moi, nous faisons commission là, nous adorons, et il a dit, l'an président, il a dit, mais rien n'a pas changé. Moi, je ne peux pas dire qu'il rien n'a pas changé, parce que nous votons. En 2009, nous voulons un syndicat unique, mais nous vivons un syndicat unique là. Et effectivement, l'organe des gens, il n'a rien pas changé. Nous avons un syndicat unique, mais les mêmes pratiques continuent. Les mêmes concentration, les mêmes sommation arithmétique, c'est-à-dire chaque monde est habité en territoire, en région, à présent, tout en même temps là, et toute la Guadeloupe subit cette concentration malsaine. Et en fait, on ne peut pas. Quand on dit payer en consommation, il n'est pas payé. On a peut-être fait 15 mètres cubes d'eau, comme on dit payer 200 mètres cubes d'eau. Mais c'est criminel. Ouais. Et déjà, en cas de déjà, l'argent, l'autre côté, on n'a pas de l'argent. Il faut nous comprendre ça, il faut comprendre la Guadeloupe, on ne la Guadeloupe. Mais comment il y a couper de l'eau à monde qui a des résistances, qui a des minima sociaux. On veut dire que c'est vrai que ça peut changer. Peut-être que, bon, c'est les gens qui ont de l'eau là. Ça peut changer parce que l'Union a visibilité, l'Union a mais prend des dispositions où j'attends ça, créons un espoir d'inspecteurs, à inspecter, regardez quelqu'un passe à cette chose, quelqu'un passe là, mais il faut ça arrêter tout de suite. Ça fait des factures, il ne correspond à la consommation là. C'est du vol qualifié et ils savent ça. Ils savent, hein. Syndicat qui a volé, ils savent qu'en fait, on n'a pas consommé de l'eau du tout. Et quoi, on veut dire, mais c'est plus grave, parce que l'autre là, on a facture, débité bizarre, quand on même chaque but de café. Mais quand il a ces mêmes syndicats là, on a l'impression que c'est si les usagers, ils ont brisé et résoudre le problème financier qui nie. Alors non, parce que les usagers ont en difficulté. Et ça, ils savent, c'est que si on ne peut pas payer de l'eau, personne ne peut pas faire payer de l'eau. L'eau là, on ne peut pas faire payer
on facture de l'eau, on ne peut pas couper de l'eau s'il ne peut pas payer facture. Donc s'il ne peut pas payer, il peut payer. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il faut nous arrêter de faire des bidons comme ça, parce qu'entre-temps, si des gens qui ont 20 ans, mais si des gens qui ont payé entre-temps. Après, il y a l'argent, mais on sait qu'on ne pas mes affaires, histoire douée, quoi, on demande, même si c'est pas ça, il a payé quand même. C'est grand monde là, comment ça me rentrer dans ça, il a payé, entre-temps, on a volé. Jacques, il y a un terme qu'on utilise, une expression qu'on utilisait souvent, l'eau doit payer l'eau. Ouais. Est-ce que c'est le cas? Non, ce n'est pas le cas du tout. Parce que c'est ce paramètre qui nous a permis de partir vers des créations de soutenabilité. La soutenabilité en économie, c'est les comptes sont équilibrés. Oui. Il y a la possibilité, de par le volume d'eau que nous avons en amont, en mettant les réseaux en état, en formant le personnel, en qualité, en quantité, avec l'adéquation, la cohérence et du travail coordonné, nous allons arriver rapidement à résorber les passifs et à donner aux gens ce pourquoi ils payent en quantité et en qualité, donc équilibrer les comptes. Au contraire, nous assistons à ce que j'appelle du wellélisme, bangalisme, n'importe qui fait n'importe quoi, c'est des surfacturations. 78% des stations d'épuration de la Guadeloupe dysfonctionnent, les réseaux éclatent plus souvent qu'avant. Imaginez que nous sommes déjà à plus de 400 casses depuis le début de l'année, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, cela ne peut pas durer et tout le monde, et on a le sentiment de plus en plus qu'il y a des gens qui sont sous-qualifiés et surpayés. Donc les paradoxes sont devenus contradictions. Ensuite, vous appelez, on ne vous répond pas, on répond à celui-là, on vous répond à côté, ou on ne vous répond pas du tout, vous faites un mail, on ne vous répond pas. Les cadres vont jusqu'à dernièrement été, jusqu'à dire qu'ils ne viennent pas, par exemple, dans les réunions de la commission de surveillance où ils se font houspiller, parce qu'ils sont insultés. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que les réunions sont enregistrées sous forme de vidéo. Alors tout le monde a eu peur de voir un peu les vidéos pour qu'on découvre la vérité. Les gens défendent les usagers avec passion, c'est leur métier, c'est leur travail, c'est leur fonction, c'est leur mission de défendre l'usager. On est là pour ça. Mais ces gens-là font n'importe quoi et ils sont quoi au-dessus du droit commun. Qu'ils sachent que nul n'est au-dessus du droit commun. Nous allons remplir nos missions avec détermination parce que c'est ça le but de notre mission. Bien, messieurs, merci. Pratiquement 13 heures. Et nous allons retrouver nous vendredi prochain. Oui. Puisque, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, de l'eau qui a coulé en bas pour toujours. Et qu'il n'y ait de l'eau. Voilà, tout de suite. Oui, nous souhaitons. Tout de suite après la pause, on retrouve Madame Marie-Hélène Ferdi-Riggio qui est pour la chronique ICC News. À tout de suite. Restez avec nous. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News avec deux dames. Madame Marie-Hélène Ferdi-Riggio. Je vois que vous avez fait des efforts pour prononcer mon deuxième prénom, oui. Mon deuxième nom. Félicitations. Bonjour, bonjour Monsieur Zandronis. Et bien sûr, notre chroniqueuse du vendredi, bonjour Isabelle Faye, Marajo. Oui. Bonjour Monsieur Zandronis, bonjour. J'ai donné tous les noms à tout le monde. Hein. Bien, alors, on revient vers toi dans un instant, Marie-Hélène. Ben, pour l'instant, on va faire un petit tour du côté des pêcheurs, parce que j'ai comme l'impression que pour aller à Marie-Galante ce week-end, ça ne va pas être facile. C'est parti, reportage Greg Labs. C'est une mobilisation à ces camarades-là, parce qu'en fait, nous avons une augmentation en carburant là, à plus de 13 centimes, et actuellement, nous ne sommes pas du tout rentables en réalité, nous sommes totalement à perte. Et ça n'est pas tenable en réalité, donc c'est ça qui est arrivé. Et en plus, nous te mettons en place des groupes de travail qui peuvent faire ce rôle-là. Nous ne pas faire les réunions comme ça a été prévu. Donc je dis là, mobilisation, il n'y a pas de chaîne parole à eux. Nous toujours tiennent parole en nous. Et je dis là, ça n'est pas tenable. Il faut chaque monde prendre responsabilité à eux. Nous comprenons nous. C'est vrai que ça peut faire perturbation, mais je dis là, si c'est pour amortir tout ça, nous dit comme dépenses, frais, augmentation. Il y a augmentation en carburant là, il faut donner des capacités à 20 € le kilo de poisson là. Il n'y a pas qu'à penser que aujourd'hui jour, la population a la capacité à payer 1 kilo de poisson 20 €. Donc c'est ça problématique là, c'est-à-dire que aujourd'hui jour nous coincés. Ça marchait pendant 6 mois et là regardez 6 mois après nous reprend 30 centimes encore. Et je regardez nous avons même dépassé tous les seuils que nous tenions l'année passée. Donc aujourd'hui jour, les débitants que nous tiennent nous absorber, mais là ça pas tenable encore. Même pas, en 5 mois on prend 30 centimes là. Donc finalement, nous sommes devenus dans la même situation que l'année passée, encore plus mauvais.
Parce qu'à côté de ça, on a une inflation sur tous les produits qu'on va utiliser à la pêche, pièces à motel là, code là, tout bitin. On a des produits qui doublent. Donc en fait, on ne peut pas en sortir. Pas ni pour filtre. Pas le monde va passer ni à gauche, ni à droite, ni en mi-temps. Il besoin de passer essentiel. Sinon, on va arrêter à terre. Ouais, il fait ma chariot, il reparti. Pas le monde pas qu'à passer. Pas le monde pas qu'à passer. Donc, pas essayer quoi. Quand on veut dans ça, ni pêcher bloqué aussi. On a 600 entreprises de pêche, on a 1200 marins, et sans compter tous les emplois que ça a généré. Quand on fait de yo, est-ce que nous pouvons mettre ça dans la balance aussi? Ça, c'est un coup d'éclair qui a fait Marie-Galante là, mais là, au quotidien, pourquoi fait de ces moulins ça? Pourquoi fait quoi de yo? Est-ce que quand vous sortez Marie-Galante, vous pouvez venir acheter poisson à 20 ou le kilo mardi pour même? Si vous dites que vous avez fait, nous allons laisser passer. Tout le monde engagé, vous avez fait. Malheureusement, nous savons bien que après, c'est une problématique de fond, quoi. Chacun qui a fait habiter à yo, à façon à yo, on va comprendre l'amusement là aussi, c'est très important. Mais je dis jour, nous pas dans la capacité à nourrir nous-mêmes. Et on est des gens qui ont des investissements conséquents. Et après ça, si vous regardez ces barrages-là, c'est un qui jeune bouc qui là. Pas ni vieux corps, c'est-à-dire, vous voyez qu'il y a une nouvelle génération qui a mis en place. Et à chaque fois, nous avons dit que les jeunes n'ont pas qu'à faire rien. Donc pour une fois, on est dans des filières, une petite génération qui a essayé d'installer. Il faut nous encourager, il ne faut pas nous tuer. Parce que si vous regardez tout le schéma, quasiment tout là, si vous n'avez pas une aide familiale, il ne peut pas conserver le métier. Donc nous avons une vraie problématique de fond et ça, il faut nous résoudre parce que si vous n'avez pas ni boire et manger dans le pays, vous passez en pays. Voilà, peut-être qu'il faudrait que les propriétaires de véhicules en fassent pareil parce que l'essence a augmenté pour tout le monde. Pratiquement, on a dépassé la barre des 2 €. Et donc, ça devient de plus en plus compliqué de faire le plein. Donc, Marie-Galante ce week-end, Isabelle? Pas de faille. Pas de Marie-Galante ce week-end. Il n'y aura pas de faille pour passer. Il n'y aura pas de possibilité, sauf comme il a dit, si on prend la voie aérienne. Oui. Mais il faut savoir que pour déjà la Marie-Galante par avion, c'est excessif. C'est plus de 300 €. Donc on ne va pas s'amuser à payer ces sommes-là juste pour aller à Marie-Galante. Bon, moi, la difficulté que je vois encore dans ce dossier, c'est que chaque fois, il y a des décisions unilatérales qui sont prises. Et que ces décisions ont un impact sur un certain nombre de socio-professionnels. Et là, on est face à des marins-pêcheurs effectivement en colère. C'est vrai que ça bouscule un certain nombre d'événements qu'il y avait à Marie-Galante, que tout le monde avait déjà programmé ce long week-end de la Pentecôte. Ah oui, c'est le Beach, le festival Beach Musique. Oui. Je pense que réellement, à Marie-Galante, on a besoin d'avoir des événements pour pouvoir rehausser l'économie. On a le problème de Sargasse à Capesterre, on a d'autres problèmes, d'autres problématiques, cette double insularité, le problème lié aussi à l'augmentation du prix du bateau, parce que ça, c'est des choses pour lesquelles on ne parle pas souvent, mais on est impacté. Moi, aujourd'hui, pour aller à Marie-Galante, il me faut payer 49 € aller-retour pour 2 personnes. Il n'y a pas un tarif super avec le tarif résident, c'est ça, c'est ce que je paye. J'ai le tarif résident, c'est ce que je paye. Le tarif non résident pour moi, après que super ce sera beaucoup plus. Beaucoup plus que pour les résidents. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des décisions qui nous tombent dessus. C'est comme pour les personnes suspendues. Et on ne s'assied pas avec les personnes, les parties concernées. On prend les décisions et ensuite on se retrouve dans des situations qui sont difficiles à gérer. On y revient dans un instant. Pour l'heure, on part de l'autre côté du studio. On va rejoindre Madame Marilène Ferdirigio. Bonjour Marilène. Alors, donc on va parler aujourd'hui. On regarde le générique d'abord et puis on revient vers toi. La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Oui, alors donc aujourd'hui, Marilène, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va parler du métier de producteur. Oui. Et donc, on va découvrir le parcours d'un producteur qui est connu, surtout dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel.
Donc son nom ne dira pas grand-chose aux téléspectateurs, hein, sauf pour un public averti. Par contre, si je cite l'entreprise, je pense que tout un chacun en a déjà entendu parler. Si je vous dis Skyprod, ça. Oui, bien sûr. Ben oui, mais vous êtes dans le milieu. Alors, on met un prénom tout de suite, on pense Badi. Alors, on pense Badi. Alors, c'est vrai qu'il est très connu sous le nom de Badi. Alors, on va donner l'intégralité de son patronyme. Alors, son prénom, c'est Nyama. Oui. Son nom, c'est Badi Dega. Et donc, comme son nom ne l'indique pas, c'est un Guadeloupéen. Oui. Qui a la particularité d'avoir deux nationalités. Il est Guadeloupéen, français, et ivoirien. Et donc ça en fait trois, alors. Guadeloupéen, français, ivoirien. Si vous voulez. Si vous voulez. Et donc, il a la particularité d'avoir réussi à tisser un pont entre la Guadeloupe et la Côte d'Ivoire dans le cadre de son métier. Donc, la renommée de ce producteur s'est faite surtout quand il a été le producteur exécutif pour le volet français de Meurtre au paradis. Donc, la célèbre série qui se tourne depuis une douzaine d'années. Hein, qui est connue internationalement. Qui est connue internationalement, mais qui a permis aussi à la commune de décoller. Il faut le dire, hein, ça a permis, puisqu'on assiste aussi on a de plus en plus de tourisme d'anglais qui viennent pour voir les décors. Donc, ça a permis d'avoir... Parce que c'est diffusé en Angleterre, il faut le dire. Mais bien sûr, parce que c'est la BBC. Oui, alors, c'est une série qui est produite par la BBC, qui est produite par Redline et diffusée par la BBC en Angleterre, et que les Anglais adorent. Voilà. Donc, il n'y a pas de secret. Alors moi, je vais m'attarder juste un instant pour dire que grâce à cette série a permis à de nombreux locaux, techniciens qui n'étaient pas du tout destinés à faire du cinéma, d'avoir l'opportunité de pouvoir intégrer des équipes de techniciens et après ils ont fait carrière, ils continuent à faire carrière aussi bien en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe qu'en France. Voilà. C'est une série qui est diffusée, elle est diffusée quand même sur Guadeloupe Première, je crois. Alors, je vais vous faire un aveu. Faites-moi un aveu, Marie. Je ne regarde pas trop la série. Voilà, excusez-moi, Monsieur Badi de Ganyama, mais je la regarde pas la série. Mais je ne suis pas très télé à la base, c'est le paradoxe. Et vous êtes à la télé. Vous n'êtes pas très télé, mais vous êtes à la télé. Bon, voilà, ce n'est pas une contradiction près. Alors, de quoi il va nous parler, Badi? Alors, Badi va nous parler de son parcours. Alors déjà, Badi, il a un parcours assez particulier puisqu'il a commencé avec le spectacle vivant. Donc, j'en dirai pas plus, il vous expliquera dans son interview. Ensuite, c'est aussi quelqu'un qui a très tôt prôné le développement de la série. C'est l'un des premiers producteurs en Guadeloupe qui s'est lancé dans la série. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la série Villa Caraïbes. Donc en 2014 qu'on a pu voir sur Canal+. Voilà, donc c'est le pionnier et depuis il enchaîne. Il fait aussi des courts-métrages, il fait aussi autre chose et en plus il a aussi cette portée internationale avec une série qu'il a tournée en Côte d'Ivoire et qui est diffusée sous la plateforme de TV5 Monde. Voilà. Mais Badi, c'est aussi notre partenaire. Donc c'est avec lui qu'on a eu cette idée de créer cet incubateur de fabrication de séries TV et là, de toute façon, on va en revenir parce qu'on a eu des retours assez intéressants de nos lauréats de 2021 qui, contre toute attente, ont décoché des contrats avec des chaînes nationales bien connues. Voilà. Donc ça veut dire que l'incubateur fonctionne bien? Oui, là, on a des jeunes en ce moment qui sont dans l'incubateur et ça continue, voilà, chemin faisant et voilà, donc ça va au-delà de nos espérances. Parce que je me souviens quand même, juste un petit mot, il y a quelques semaines, peut-être quelques mois de cela, j'étais venu ici avec deux réalisatrices, tout à fait. Dont une a présenté un film il y a 2 jours. Dont une a présenté un très beau film, donc c'est un documentaire, donc c'est Mariette Montpierre qui a fait un documentaire, Les Passagers du Pont, qui pose une problématique notamment à Saint-Martin, sur le quartier de Sandy Ground, avec tout ce que ça revêt en termes d'insertion, mais aussi de stigmatisation d'une population, enclavée sur un territoire qui a un développement économique et une population exclue de ce développement. Donc moi, je vous invite à ceux qui ont Canal+, à le regarder. Donc il sera diffusé à partir du 8 juin sur Canal+, à 20h. On revient à Badi. On revient à Badi. Donc il nous parle de son parcours, comme je l'ai expliqué. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse écouter son interview. Voilà. C'est parti, Badi Gama. Bon, merci pour cette invitation dans l'émission ZCL News.
Donc moi c'est Badi Dega, je suis d'origine afro-caribéenne, de mère antillaise et de père ivoirien. Donc depuis maintenant une vingtaine d'années, le temps passe vite, je me suis installé en Guadeloupe où j'ai créé ma première société qui s'appelle Citec Guadeloupe. À l'époque, on louait du matériel, on le fait toujours, du matériel pour les caméramans, les professionnels qui avaient besoin effectivement de travailler l'image. Et c'est naturellement en 2007 maintenant que j'ai créé avec des amis ma première société de production qui s'appelle Skyprod. À l'époque, on faisait des émissions plus, je dirais, de divertissement, des magazines comme Modine Caraïbes. C'était notre entre parenthèses première série. C'était pas de la fiction à cette époque, mais on était déjà dans une dimension de série. Et après en 2009, j'ai eu ma première expérience de fiction, toujours en série, avec des courts-métrages. On avait appelé ça One Shot, One Movie. C'était en plein LKP. C'était vraiment une expérience très enrichissante. J'ai produit en 2010-2011 ma première série de fiction qui s'appelle Domino avec Laurence Joseph, qui a eu un succès qui était quasiment instantané, avec un multidiffusé. Jusqu'à présent, les gens en parlent. Ça s'est enchaîné avec la production exécutive de la série Meurtre au paradis, qui aujourd'hui en est à sa 12e saison, qu'on accompagne en tant que producteur exécutif. Donc c'est l'embauche de tous les techniciens et comédiens français. Donc on a été missionné effectivement par la société Red Planet pour exécuter cette production. Entre-temps, j'ai développé beaucoup sur l'Afrique, puisque par mes origines, c'est naturellement que j'ai créé ma société de production en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Go Production, avec laquelle j'ai produit des séries comme Brouteur.com et ma dernière série qui s'appelle Voyage de rêve, qui a été soutenue par la région Guadeloupe. Je fais cette parenthèse parce que c'est très important de le dire. Un produit qui a une paternité africaine, mais qui est accompagné par la région Guadeloupe, c'est quand même très important de le souligner, puisqu'il y a, je pense, un vrai intérêt aussi bien en Afrique qu'aux Antilles à collaborer, puisqu'on parle souvent des mêmes histoires, on est dans les mêmes problématiques. Et moi, depuis un certain nombre d'années, je suis dans cette lignée-là. C'est un petit peu, je dirais, la suite un petit peu de Skyprod, c'est de développer des projets aussi bien sur la Guadeloupe que sur l'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, pour favoriser des échanges, des coproductions. Actuellement, on développe avec le campus des métiers de Guadeloupe, donc un incubateur auquel on a participé, Skyprod, pour apporter notre expertise en matière de série. Le producteur, c'est déjà, je dirais, la première étape, c'est déjà d'identifier effectivement le produit sur lequel il se sent à l'aise. Nous, à Skyprod, très rapidement, on s'est positionné sur parce qu'il faut une ligne éditoriale, en fait, ça c'est en tout cas de mon point de vue. Donc du coup, partir sur des séries, puisque c'est là où je suis vraiment à l'aise. Des séries soit du genre comédie ou dans des séries policières. Donc je détecte effectivement des projets d'auteurs qui vont dans ce sens-là. Ça, c'est la première étape.
Et par la suite, je développe en allant chercher des partenaires, un diffuseur, du financement, un accompagnement aussi dans la recherche des décors, des comédiens, etc. En fait, le producteur a un rôle et aussi bien, il intervient aussi bien sur le plan artistique que technique, que financier. Donc c'est une vision un petit peu globale du métier, de la production. Voilà donc ce qu'on pouvait entendre de M. Badi, et il a un parcours particulièrement intéressant. Mais alors, outre cela, qu'est-ce qu'il faudra ajouter à la chronique avant de terminer? Alors, je vais quand même faire une petite correction. Oui. Alors, ce n'est pas le producteur de Meurtre au Paradis. Oui. C'est pas Redline. Et Redline, c'est la marque là, qui fait les jolis bracelets. Il me semble, oui. C'est Red Planet. Red Planet, mes excuses. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Alors, déjà, on va proposer des offres d'emploi. Voilà. Ah, oui. Voilà. Mais c'est lié au monde de l'audiovisuel? Pas du tout. Donc, on va proposer des offres d'emploi dans l'administration de l'éducation nationale. Voilà. Donc, on recrute. Donc, le lycée de Pointe-Noire recrute. Donc, chaque année, les établissements scolaires recrutent 2 types de profils. Oui. Donc, soit des jeunes en service civique, donc il faut qu'ils aient moins de 25 ans. Donc, de préférence, ce sont des jeunes qui sont titulaires du bac. Donc, on recherche des jeunes qui seront capables d'animer un ciné-club au lycée de Pointe-Noire ou encore qui pourront accompagner pour faire de l'aide aux devoirs. Voilà les 2 profils. Donc, il faut être âgé de moins de 26 ans et c'est à partir du bac, donc titulaire du bac. Après, il y a un deuxième type de recrutement qu'on aura. Ce sont nos assistants d'éducation. Donc, on en recrute plusieurs au lycée de Pointe-Noire. Donc, c'est quoi l'assistant d'éducation? Tout le monde a connu les fameux pions. Je ne sais pas si vous-même, vous avez été pion, monsieur Zandronis. Voilà, donc l'assistant, vous n'avez pas été pion. Je sais que vous avez été enseignant, mais vous n'avez pas été pion. Alors, l'assistant d'éducation, il travaille avec le conseiller d'éducation pédagogique, ce qu'on appelle le CPE, pour encadrer les élèves. Et donc, on recrute des assistants d'éducation à partir du Bac+2. Donc, si vous êtes intéressé, moi, je vous invite à nous adresser assez rapidement donc une lettre de motivation, un CV, la copie des diplômes ou des attestations. Vous envoyez tout ça à l'adresse suivante, donc c'est contact.campusluminance971@gmail.com. Donc, je reprends. contact.campusluminance@gmail.com ou encore, donc vous pouvez nous contacter par WhatsApp, de préférence un SMS au 06 90 29 03 74. Alors pour ceux et celles qui n'ont pas eu le temps de noter, vous pouvez aussi consulter notre page Facebook, hein, les offres seront visibles dès ce soir. Donc c'est Campus Audiovisuel Cinéma Guadeloupe, donc page Facebook et Instagram. Bien. On vous remercie, on vous retrouve la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, je crois que c'est le vendredi 10 à 13h, et on parlera un peu de formation et un peu d'intermittent. D'accord, c'est-à-dire avec l'ABDAS. Voilà, merci. C'est l'heure de la deuxième et dernière pause avant qu'on retrouve dans un instant Isabelle, avec elle on va parler de la réintégration des soignants, qui est toujours au cœur des préoccupations. C'est pire que le problème de l'essence. Ah, c'est pire, mais je pense que tout ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un problème de discussion et de dialogue qui est rompu totalement avec des personnes qui sont justement au cœur de ces problèmes. À tout de suite. C'est quoi cette affaire ? Voilà, eh bien, justement, on va parler donc de la réintégration des soignants au cœur des préoccupations, et c'est une question qui reste encore d'actualité, Isabelle. Oui, c'est une question qui reste d'actualité, puisqu'on le sait, et on a cette information, et c'est des alerteurs qui nous ont fait rapidement savoir qu'on a des difficultés au niveau des hôpitaux, même en France, hexagonale.
pas en métropole, mais en France hexagonale, puisque vous n'aimez pas ce mot. En tout cas, en France hexagonale, il y a également des difficultés au niveau des hôpitaux. Et au niveau des urgences, la situation est alarmante. Oui. Et les soignants donc, sont suspendus. Il est important aussi aujourd'hui de se poser la question et surtout de savoir réellement si on propose ou on prévoit une réintégration. Donc, c'est bon ? Oui. Une réintégration donc, des soignants en raison donc, de ces difficultés liées aux hôpitaux. Donc la question a été posée à M. Macron qui a très rapidement considéré que le problème n'était pas n'était pas en tout cas suffisamment d'actualité. Et puis voilà. Alors qu'on le sait, en Martinique, là dernièrement, il y a une motion qui a été votée et prise à l'unanimité par l'Assemblée unique et qui demande donc la réintégration immédiate. A sorti un communiqué cette semaine disant qu'il souhaitait la réintégration immédiate des soignants. Oui. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'on a cette réalité qui est tout à fait démontrée. Qu'on a des problèmes au niveau des hôpitaux parce qu'il y a un manque de soignants et que cette réalité n'arrive pas en tout cas au niveau du gouvernement, qu'on prenne des décisions qui aillent dans ce sens. On reste toujours donc à appliquer cette loi aux soignants, uniquement aux soignants finalement, et à les maintenir dans cette situation qui n'est pas du tout, qui est invivable, hein, parce que je peux vous dire que pour ces personnes suspendues, les réalités financières ne sont pas celles qu'on peut connaître, nous par exemple, et qu'on ne peut pas aujourd'hui occulter, comme je le dis très souvent, ces difficultés. Donc aujourd'hui, on a ces problèmes au niveau des hôpitaux. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait de ces soignants qui, eux, peuvent apporter justement des solutions pour éviter que les urgences soient dans un état critique et qu'on n'ait pas assez de personnel soignant, même si parce que c'est une information qu'on essaye de camoufler. D'accord. Voilà autre chose. C'est-à-dire qu'on sort de la réalité et on essaye de véhiculer des informations qui sont fausses et on demande à ce que les gens puissent encore être complètement alarmés par un virus qui est en train de reculer, puisque de toutes les façons, toutes les mesures qui ont été prises aujourd'hui sont pratiquement toutes, ont toutes été annulées. On regarde le port du masque n'est plus obligatoire, on n'a plus besoin de présenter le pass sanitaire ou vaccinal. Pour voyager. Comment ? Il n'y a plus de motifs impérieux. Il n'y a plus de motifs impérieux. Même dans les transports en commun, le masque n'est plus obligatoire. Donc pourquoi on continue à appliquer ces mesures aux soignants et aux libéraux ? Autre chose, et c'est ce que je disais, c'est-à-dire que finalement, tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, parce que les problèmes seront de plus en plus importants, hein, et dans différents domaines et secteurs d'activité, là aujourd'hui c'est les marins-pêcheurs, mais c'est les mêmes conséquences, c'est-à-dire qu'on prend des décisions, on n'arrive pas aujourd'hui à s'asseoir avec les personnes concernées qui pourraient trouver des solutions pour sortir de cet état de crise, et on décide d'appliquer des mesures qui sont complètement contraignantes pour ces professionnels. Comment est-ce qu'on peut augmenter de manière unilatérale le prix du carburant, même si on le sait, hein, on sait que l'origine c'est la guerre en Ukraine. Oui, certes. Théoriquement oui, puisqu'on a aussi l'augmentation du carburant touche tout le monde, hein, même les privés, mais ces marins-pêcheurs, eux, depuis longtemps, avaient alerté sur leur situation particulière. Aujourd'hui, tout le monde est complètement... tout le monde est assez... il y a ces contrariétés, mais la réalité est telle qu'ils sont obligés de bloquer pour qu'on ait au moins... ils ont la possibilité de faire entendre leurs revendications. Alors, il y a quand même un petit enjeu là, c'est les législatives. Alors certains... Alors j'ai pu comprendre que pour l'instant, quelques députés pour une interrogation en campagne, futurs députés en campagne, se sont prononcés pour la réintégration, mais pas tous. Pas tous. Et puis finalement, ce qu'on demandait, c'était d'avoir un peu plus de clarté dans tout ça.
quels sont les députés aujourd'hui, en tout cas qui se présentent dans les différentes circonscriptions en Guadeloupe, qui sont justement pour la réintégration des personnes suspendues. On ne le sait pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... c'est pas l'ordre du jour dans leur débat. C'est pas l'ordre du jour, et puis, alors que c'est quand même un des points, je pense, qui doit être au centre, justement, des débats au niveau des prochaines échéances législatives. Quand on sait que, de toutes les manières, on parle de séparation des pouvoirs, le pouvoir exécutif, judiciaire et législatif, mais on le sait très bien. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est quoi? C'est une éventuelle cohabitation. Parce que c'est ce qui, aujourd'hui, est peut-être, disons... On n'y est pas, on ne sait pas. Mais je vous dirais que dans une situation comme ça aurait une conséquence au niveau du pouvoir exécutif. Donc, oui, on a cet enjeu législatif important, même si c'est vrai que ça paraît... on se dit que les présidentielles sont déjà passées, M. Macron a été installé, mais cet enjeu législatif est également très important, puisque ça permettra peut-être de faire basculer le pouvoir un peu, enfin, au niveau exécutif, en tout cas de le mettre à mal. Une cohabitation possible, c'est ça ce que vous êtes en train de suggérer? Non, je ne parlerai pas de cohabitation, parce que regardez, de manière générale, lorsque on vote pour la majorité, enfin que le président est installé, au niveau législatif, ça suit. Parce que de toutes les façons, on a les élections législatives juste après les élections présidentielles. Donc c'est-à-dire que la tendance qui a été prononcée au niveau des présidentielles, c'est cette tendance qui va continuer à se poursuivre au niveau des législatives. Donc est-ce qu'il y aura une cohabitation? Je ne pense pas. Par contre, je pense qu'en Guadeloupe, nous, on a la possibilité, il y a pas mal de représentants de partis, je n'ai pas à me prononcer dessus, mais il y a des partis qui, eux, ont pris la ferme intention et enfin la ferme résolution de proposer la réintégration de ces personnes qui sont suspendues. C'est à suivre. Affaire à suivre. Bien sûr. Bon retour à Marie-Galante. En tout cas, il est 13h34, on prend vraiment la deuxième pause. Et je disais, il y a un petit clin d'œil qu'on doit faire pour Trois-Rivières, Yann. On le fera tout à l'heure, c'est pour notre amie Brigitte qui nous a demandé ça exclusivement. À tout de suite. D'accord. Voilà, il est exactement déjà 13h40 et Immanuel est là, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour à tous. Ça va? Très bien, merci. Générique. Rebonjour. Est-ce que l'activité chorégraphique reprend? Alors ça reprend tout doucement, on est en fin de saison maintenant et donc préparation de spectacle, on sent une émulation auprès des élèves, des enfants, des adultes, là on est en préparation costume, donc tout le monde est en effervescence et ça fait du bien en fait parce que ces 2 années qui nous ont vraiment pas servi, même desservi, c'est vrai qu'on le sent, qu'on a envie, en tout cas les élèves et les professeurs ont envie de montrer le meilleur d'eux-mêmes. Donc il y a plein de choses ces jours-ci, au mois de juin, il y a des stages qui vont démarrer cette semaine, à la fin du mois de juin, des vacances de juillet aussi, des spectacles, spectacles d'école, etc. Donc on va en parler, des différents stages donc, que vous pouvez faire, donc, qui sont accessibles, pas forcément pour des gens qui dansent, hein, mais pour des gens qui veulent essayer, même en danse orientale, c'est vrai que j'ai des nouvelles inscriptions tout au long de l'année et j'ai senti cet appel en fait de reprendre un peu la vie, de reprendre un peu les choses, le cours de la vie là où on avait laissé. Donc il y a des stages qui sont proposés tout au long du mois de juin. Déjà demain au studio Attitude, donc c'est à Jarry en classique et contemporain. Vous allez avoir des images qui défilent au studio Attitude, donc avec Barbara Schwartz et Marco Catois. Donc ce sera
à la fois au studio Attitude et mardi à l'école Liliane Bimon, donc avec du classique et du contemporain. Donc pour celles et ceux qui veulent se perfectionner, donc soit niveau inter et avancé, donc ça c'est intéressant. Autre chose, donc très différent, stage de zouk. Parce que le zouk est une danse qui commence à être codifiée. Donc, il y a Jean-Claude Oko qui fait un travail, on va dire, de titan pour développer cette codification, voir les niveaux, les styles, parce qu'il y a différentes approches. Et il propose le week-end du 10 et 11 juin, donc week-end prochain, de faire des initiations donc offertes sur inscription. Il y a aussi... Quel genre de zouk? Du zouk love ou du zouk? Alors, le zouk love fait partie des différents types de zouk, mais ça méritera d'aller voir exactement. Parce que dans le zouk, il y a une particularité, ça a le nom de fruit. Oui, mais encore. Non, mais je ne sais pas, est-ce que dans la codification ce sera l'occasion. Les lois sont comprises? Merci Danick. Ok, donc il faudra aller voir sur place. C'est un stage qui est offert. Il y a aussi pour des intermédiaires, des gens qui veulent aller un peu plus loin dans cette démarche, un stage prévu à l'école Liliane Bimon. Donc c'est l'occasion de découvrir quelque chose peut-être qu'on connaît, mais vraiment de voir la codification qu'il propose. En tout cas, il y a un livre qu'il a dédié à cette technique qui va proposer en dédicace aussi. Donc, c'est l'occasion vraiment de découvrir. Vendredi prochain. Vendredi prochain. Vendredi et samedi et dimanche. Voilà, le week-end prochain. Aussi, pour les aficionadas plutôt, de danse orientale. Ingrid Fakora, donc, qui est une amie qui viendra proposer un stage sur la basse-terre, donc le 18 juin. Technique orientale classique. Oui, elle était déjà venue en Guadeloupe. On avait organisé un spectacle, donc Terre d'Égypte. Et là, elle vient pour un stage, donc organisé par Francesca Dampatia, donc sur la basse-terre. L'occasion de approfondir, de voir autre chose. Donc ça peut être très intéressant. Pour ceux qui veulent voir des performances artistiques, nous avons ce samedi 4 juin à l'école Karukirabali la création Caillou qui est proposée en restitution. Donc, c'est des dispositifs qui mettent en place tout au long de l'année pour des résidences d'artistes. Et donc, il y a des restitutions qui sont proposées pour voir un peu l'évolution du travail. On va voir en vidéo une petite présentation de cette compagnie qui propose donc une création à travers le Sénégal, je crois, la Guadeloupe. Et c'est une création transdisciplinaire. Donc, je vous invite à voir la vidéo. Qui se fait attendre un peu. Qui se fait attendre, mais qui ne va pas tarder à arriver. Il finira par démarrer 5, 4, 3, 2, 1, 0. Non, ça ne démarre pas. Malheureusement, ça arrive. Alors, elle est sur ma page, donc Danse avec Iman, vous pourrez la voir, ou sur la page de Karukirabali. Donc, c'est une restitution qui est proposée à partir de 17h. Sur inscription, vous pouvez y aller gratuitement. Donc, c'est aussi intéressant de voir. Concernant les spectacles de fin d'année, donc il y a beaucoup de choses qui se préparent. Donc, au centre Artema, nous avons un spectacle le 10 et 11 juin qui aura lieu à l'Archipel. Ensuite, l'école Bimon propose aussi son spectacle au Lamentin le même week-end, 10 et 11 juin. Danse à travers le monde. Marie-Laure Dauquin propose son spectacle le 18 juin, donc ce sera au Hall Paul Chonchon à Pointe-à-Pitre. 18 juin. Et sur Basse-Terre, nous avons le week-end du 24 et 25 juin, donc l'école Varnier et l'école Francesca Dampatia qui proposent aussi leur spectacle. Donc chaque école montre les démonstrations de cours ou les spectacles qui n'ont pas pu se faire depuis 2 ans. Et voilà, je vous invite à soutenir ces écoles qui ont vraiment besoin du public pour continuer à
vivre et à diffuser leur passion. Donc, n'hésitez pas à prendre déjà vos tickets, leur donner la force pour cette année, pour la saison à venir. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Oui. Un dernier point. Alors oui, à l'auditorium Jérôme Cléry, Résistance. Résistance. Oui, Résistance, c'est quand? C'est le 24 juin. On aura l'occasion d'y revenir. Voilà. 2 petits mots avant de terminer. Alors, la Coup Santé, je rappelle que le collectif des organisations en lutte continue aujourd'hui, 14e journée sans sel, ou péqué tout seul. Parce que semble-t-il, et si vous voyez, Mouna Hydroville l'a dit tout à l'heure, on consomme beaucoup trop de sel en Guadeloupe et ça, c'est pas bon pour la santé. Un petit saut aussi du côté de Trois-Rivières. Je crois qu'il va y avoir une petite manifestation organisée par Réel. Réel, c'est un groupe de femmes musiciennes avec notre amie Brigitte Zabarel. On regarde un petit peu cette vidéo très rapide, très courte. Salut. C'est Brigitte Zabarel, je vous donne rendez-vous dimanche 5 juin, au restaurant Les Cocotiers à Trois-Rivières. Et bien entendu, il y aura de la musique, mais surtout, c'est une restauration à volonté, un buffet à volonté. Et donc, vous allez pouvoir passer un excellent moment, vous restaurer convenablement, et puis vous amuser en compagnie du groupe Réel. Notre invité, Ronnie Théophile. Oui, monsieur Ronnie Théophile qui sera là pour passer un moment de partage, de convivialité et surtout de musique live avec vous. Soyez au rendez-vous. C'est dit. Sinon, un dernier point sur l'actualité, c'est les journées agro-business qui se passent en ce moment même à Cap Excellence. On va faire un petit tour avec Charlie Dagonia rapidement. L'Agroparc Caraïbes Excellence est un projet élaboré par la communauté d'agglomération Cap Excellence. C'est un équipement performant, innovant que nous voulons mettre à disposition des agriculteurs et des agrotransformateurs de la Guadeloupe proprement dite, mais aussi des dépendances. Parce que le président Jalton, très tôt, et la communauté d'agglomération Cap Excellence, nous avons considéré qu'il nous fallait cet instrument pour permettre à la Guadeloupe d'avoir quelque part la possibilité d'aller vers l'autonomie alimentaire. C'est un instrument qui nous permettra d'envisager plus sereinement l'organisation des filières, l'utilisation des matières premières que nous avons ici sur notre territoire et de créer quelque part à partir de la transformation de ces matières premières des produits qui pourront alimenter notre population. Voilà l'objectif de l'Agroparc Caraïbes Excellence et par la suite, bien évidemment, de rayonner également au niveau de la Caraïbe. Les journées de l'agrobusiness, ce sont des journées qui sont consacrées au secteur de l'agrotransformation et de l'agriculture. Cela se passe dans le cadre du projet d'Agroparc Caraïbes Excellence porté par Cap Excellence qui sera un équipement dédié justement à tous ces métiers du secteur de l'agrotransformation. Bien sûr, l'agrotransformation qui a pour but de valoriser la matière première agricole locale. Il faut avoir à l'esprit également que si la production en Guadeloupe, quelque part, l'agriculture en réalité réalise une richesse en termes de production et de savoir-faire, mais les filières liées à l'agrotransformation peinent à se développer par manque de structuration. Donc il s'agit pour nous là de donner un élan nécessaire pour que tous ces acteurs puissent se retrouver et échanger. On est là dès le départ de leur projet, puisque leur projet va s'articuler autour d'un outil qui va les aider à organiser leur production, donc organiser leur activité, et à partir de là, on va pouvoir leur donner les outils qu'il faut, comme nos solutions de gestion, comme VIF, qui est un ERP, c'est-à-dire un outil de gestion intégré, qui leur permet de gérer leurs produits, matières premières, pour le transformer sur leurs produits finis. Alors, un dernier point sur l'actualité, c'est la prévision de la saison cyclonique, puisque vous savez que nous sommes effectivement dans une zone cyclonique de tsunami. Nous n'y tout un tremblement de terre, tsunami, et aussi quelquefois des débordements d'eau. Alors, hier, Bruno Benjamin, devant la caméra de Charlie Dagonia, a fait un petit point avec Maxime Morel sur cette prévision. Ça va être chaud cette année. Alors, commencez pour une précaution à autres, prévoir de l'eau, prévoir lampe, c'est bien à ça, parce que Kenny Cyclone, probablement en nation. On regarde. Cette année, il faut savoir que nous sommes sur une année où il y a le phénomène La Niña, qui est un phénomène marin qui se trouve dans le Pacifique et qui est froid. Donc ce n'est pas le réchauffement climatique. Et ce phénomène a pour conséquence d'augmenter la quantité de phénomènes cycloniques qu'il y a dans l'Atlantique.
C'est un petit peu compliqué à comprendre puisque c'est le jeu de bassins océaniques qui jouent l'un envers l'autre. Mais la conséquence principale est que cette année, il va y avoir plus de cyclones. Et aujourd'hui, on a eu la publication des dernières prévisions du meilleur institut à le faire, qui le fait depuis près de 40 ans. Et ils ont annoncé qu'il y aurait 20 tempêtes tropicales, 10 ouragans. Ce sont des chiffres qui n'ont jamais été publiés, qui n'ont jamais été prévus en début de saison. Il faut se rappeler que pour l'année record de 2020, il était prévu 17 phénomènes. Il y en a eu 30. Cette année, il en prévoit 20 et il est toujours en dessous. Statistiquement, plus il y a des phénomènes dans le bassin, plus nous avons des chances, nous, d'en avoir un. L'atmosphère est beaucoup plus humide. Les cyclones ont besoin d'une atmosphère humide pour pouvoir se développer. Et moins il y a de sable, plus l'air est humide. Plus il y a des zones tropicales, plus l'air est humide et plus il y a de cyclones. Donc c'est vrai que nous sommes sur une année qu'il y a beaucoup d'éléments favorables à une activité pour que ce soit nous, les îles voisines ou au sens plus général, le bassin Atlantique Nord, nous ayons plus de cyclones. Est-ce qu'on peut dire qu'il va y en avoir pour nous? C'est impossible à dire. Pour le bassin Atlantique, oui, il va y en avoir plus. Donc, il est prévu 10 ouragans, dont 5 qui deviendraient majeurs. Et on va espérer qu'il n'y en a pas un qui va nous toucher. Il faut se souvenir que l'année, par exemple, 1989, était une petite année cyclonique. On en a pris un. Et dans les grosses années, on n'en a pas pris jusqu'à présent. Mais ça ne veut plus rien dire. Le terme « jamais », ça veut dire que ça ne s'est pas encore fait. Voilà, vous avez compris, entendu, donc à nous veiller, nous, on vous l'a dit, on risque d'avoir quelques cyclones, quelques tempêtes en Guadeloupe, et ce n'est pas inhabituel, et ce qu'on souhaite, justement, c'est qu'il n'y ait aucun, mais on pas j'en savent. En tout cas, aujourd'hui, on a reçu un début de ZCL, Mouna Hydreville, cardiologue en résistance, et elle nous a invités au collectif, je vous l'ai dit tout à l'heure, des organisations en lutte, ce qu'on appelle la Pour Santé, c'est la 14e journée. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale, journée sans sel, ou piquer tout sel. Et elle a bien expliqué que nous consommons trop de sel. Il faudrait 1,5 g de sel par jour dans nos aliments. Quelquefois, on dépasse les 4,5, ce qui explique toutes les complications qu'on a ici. Et pour le sucre, c'est pareil, mais je place c'est sel. Ensuite, on a reçu, comme d'habitude, nos duettistes de l'eau en toute sorte, Jacques Davila et Isma Rougenet. On a eu la chronique de Marlène Ferdigio sur le cinéma. Et puis Isabelle Faye, la chronique, c'est quoi cette affaire? On a encore parlé du problème des réintégrations des suspendus. Visiblement, le président de la République française ne souhaite pas, puisqu'il a déclaré il y a 2 jours, pour l'instant, pas de solution. Et enfin, on a terminé en beauté avec Iman Choudan, la chronique Danse avec Iman. Tout le monde souhaite qu'un jour, elle vienne ici danser pour nous. Ça, c'est le souhait qu'on implore. Bref, l'actualité, c'était la mobilisation des pêcheurs et ça continue pour l'essence. Peut-être une signature pour une fin de conflit. En tout cas, on l'espère, parce que pour l'instant, le chenal est bloqué. Pas question d'aller ni à Marie-Galante ni au Saint-An en passant par là. Les jeunes pêcheurs ont mis vraiment en route depuis ce matin très tôt. Le chenal est bloqué. On a vu aussi les journées de l'agro-business de Cap Excellence, c'est à Taonaba, ça se fait en ce moment. Et puis on a parlé de cette prévision de cyclone. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous souhaite un bon week-end très long, samedi, dimanche, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Faites attention sur les routes. La réalisation était assurée par notre ami Yann. Et puis nous, on se retrouve mardi matin, mardi midi. Et je signale, puisqu'elle est là, Iman, la prochaine chronique de femmes. Pour ce sera dans... Oui, donc ce sera pas le 6. Le 13, voilà, le 13, avec plaisir, on vous retrouvera. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bim, partez.